de Garlesquin va reposer sur ses activités commerciales. À cette époque-là, elle prend la forme actuelle que vous voyez, pas tout à fait, parce que ça a évidemment évolué dans le temps, mais ce qui est important, ce qu'il faut comprendre à Garlesquin, c'est son urbanisme tout à fait particulier, ses fronts, ses alignements de demeures qui font face à une immense place de marché, qui est la plus vaste de Bretagne. Il faut imaginer une place de marché qui fait 350 mètres de long, 50 mètres de large dans sa plus grande largeur, sans les monuments, sans les maisons qui les ponctuent, qui les séparent actuellement. Donc à l'époque, 14e, 15e siècle, on a cette grande place de marché qui est utilisée pour des grandes foires hebdomadaires, pour le marché qui est établi dès le 13e siècle le lundi. C'est d'ailleurs ce jour-là qui est rendu la justice, le lundi. Et puis, donc, cette maison qui, peu à peu, s'établissent en front comme ça de rue pour faire face aux places de marché. Avec peu à peu, des marchands, des riches bourgeois, peu à peu s'installent à côté des nobles, des maisons, des manoirs urbains. 16e, 17e, on a vraiment la densification de l'habitat. Là, il n'y a plus une seule parcelle autour de l'anneau urbain qui est disponible. On reconstruit sur les ruines, on réemploie les pierres, mais on reste sur ce format qui est vraiment caractéristique. Par contre, une autre caractéristique, et on le verra dans notre balade, ce format, cet alignement qui semble un petit peu faire bloc, est en fait très poreux, puisqu'on a des porches qui donnent accès aux arrière-cours et qui desservent les communs. À l'arrière de ces demeures, parfois assez étroites, eh bien, il y a toute une vie qui se déroule. Il y a des crèches, il y a des écuries, il y a des jardins, des courtils, des forges, des fermes. Donc il y a toute une vie puisque les maisons sont construites sur des parcelles qu'on dit en lanière, qui est une caractéristique de Garlesquin. Donc tout en fait en étroitesse. Donc ça aussi je vous le ferai remarquer dans notre balade. Au 19e, la forme de la ville ne change pas. C'est à l'époque où par contre on restaure des monuments. L'église a pris place au début, fin 15e, les Halles 16e, l'ancienne prison 17e et 19e, l'église est reconstruite. Les Halles sont reconstruites également, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là, on commence un petit peu aussi à densifier l'habitation sur les principaux axes d'accès. Avant, tout se concentrait ici. Au 19e, on commence à avoir ce besoin de trouver d'autres halles de Questembert, du Fawet, de Plouescat. Donc des halles qui étaient ouvertes avec une charpente assez basse, des gros piliers pour la soutenir, et elles ouvraient sur les deux rues parallèles. Elles étaient centrales et ouvraient sur les deux rues. Ces halles en bois étaient dues au seigneur de Rohan, qui était alors seigneur de Garlesquin, puissant seigneur de Rohan au XVIe siècle. Et c'est à leur étage qu'était rendue d'ailleurs la justice le jour du marché. Le seigneur rendait la justice à l'étage des halles. Ces halles servaient également, plus tard, d'école de garçons. Elles ont été démolies, reconstruites parce que en 1879, elles se sont écroulées, faute d'entretien, suite à un hiver assez rigoureux. Et on avait encore besoin des halles pour nos foires et marchés, puisque Garlesquin, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, comptait plus de foires à Garlesquin qu'à Morlaix. Aux chevaux, au cuir, à la viande, il y avait beaucoup d'activités. Donc il fallait recevoir tous ces marchands qui venaient ici à Garlesquin. C'était un afflux de population, que ce soit le lundi ou lors des foires. C'était vraiment un afflux important. Donc on avait encore, à la fin du 19e siècle, besoin de halles. Alors plus question de construire en bois, il fallait construire en pierre, bien sûr, en granit de Garlesquin. Alors elles ont encore subi quelques transformations, puisque là encore, c'est pour ça qu'on a effectivement cette impression. Alors aujourd'hui, les halles, c'est un beau bâtiment qui est vraiment un lieu culturel festif qui est utilisé par les associations, pour des expos, pour des repas, pour des réunions. Enfin, voilà. Donc demain, j'ai le concours de peinture couleur de Bretagne. Donc on fait l'accueil ici, puis on expose les œuvres des participants qui sont en train de préparer. C'est pour ça qu'on a effectivement cette impression. Alors aujourd'hui, l'idéal, c'est un beau bâtiment qui est vraiment un lieu culturel festif qui est utilisé par les associations, pour des expos, pour des repas, pour
XVIe siècle. Et elle a un petit décor qui est assez intéressant au niveau de ses fenêtres avec ses accolades. Et elle a la caractéristique, là on est vraiment sur une caractéristique dont je vous parlais, hein, les demeures avec des porches qui conduisent aux arrière-cours. Et là on a un passage pour les piétons qui ouvre sur une galerie. Au voiture automobile, voiture cochère. C'est ce qu'on appelle un logiport. Il y avait une maison en fait à logis qui était au-dessus. Et vous pouvez regarder rapidement. Voilà pourquoi on l'appelle la maison de la tourelle. Ah oui. Voilà, donc c'est une tourelle, hein, ça dessert toujours, on prend toujours un escalier à vis qui dessert les différents étages. Et vous voyez la petite galerie piétonne là, qui arrivait à cet endroit-là. Et la maison voisine du Clévédé, hein, qu'on appelle du Clévédé, qui est ici. Admirer la vue que l'on a sur les vieux toits, les tourelles d'escalier. C'est un endroit assez sympathique sur les arrière-cours. Ces vêtements, mais il fallait bien un endroit pour préparer les fils, les écheveaux. Et c'était ici que ça se passait. Donc non pas à Garlesca, on n'a pas du tout tiré la richesse du commerce de la toile, contrairement à nos voisins du Léon. Donc, par exemple Saint-Paul, Roscoff, ou des Monts d'Arrée, Saint-Fégonec, etc. Où là, vraiment, leur richesse a été est venue vraiment du commerce de la toile. Non, là, c'était vraiment un usage plutôt, on va dire, domestique en quelque sorte. Donc, on va rentrer d'ailleurs dans le... On allait rentrer là. Ouais. Mais je crois qu'on va quand même y rentrer. Voilà, c'est pas ouvert très souvent. Ah oui, d'accord. Et il y a toujours un bassin qu'on appelle un douai, comme ceci. Il y a toujours également un âtre, hein, une cheminée, enfin un âtre. Bon là il est rempli d'eau, mais voilà. Parce qu'en fait il faut faire brûler du hêtre et faire un mélange, et chauffer l'eau pour faire un mélange en fait entre les cendres de hêtre et l'eau chaude et tremper les écheveaux en fait dans ce mélange pour qu'ils puissent blanchir et être beaucoup plus souples également. Certainement qu'en travers du douai, il devait y avoir des grandes dalles pour permettre justement à ces écheveaux de sécher. Ou alors ils étaient étalés directement sur les champs à côté, puisqu'en fait ici, il y avait jusqu'au 19e siècle, il n'y avait aucune construction ici de ce côté-ci, hein, c'était des champs. D'ailleurs, le nom de la rue s'appelle Tarcarpise, c'est le champ des toits. Voilà, donc ils étaient voilà. Et ensuite, une fois qu'ils étaient bien secs, eh bien, les gens récupéraient leurs écheveaux et les tissaient chez eux, hein, où ils s'organisaient peut-être entre eux. Et voilà, c'est un petit peu là la caractéristique d'un candi. Hein. Donc on faisait des grandes lessives, ce qu'on appelle des buées, hein, pour que le lin ou le chanvre soit le plus blanc possible. Hein. Donc plus on les lessivait, plus ils blanchissaient. Là, on a envoyé. C'est là qu'ils sont pas en fait repris. Donc,
cas un petit peu particulier avec notre boulanger du centre-ville, puisqu'il a dû arrêter son activité due à des raisons de santé. Donc voilà, heureusement, on a un autre boulanger, mais c'est le communal, une salle associative. Et aujourd'hui, ici, c'est la salle du conseil, des mariages. Et ici, c'était l'ancien patronage, c'est-à-dire que ça appartenait à la paroisse. Et c'est là que le prêtre faisait des activités avec les jeunes, etc. Enfin, le cinéma. Voilà. Donc en fait, cet espace n'était pas une école. Ça a été rénové en 1996 et les auvents qui ont été créés à cette époque-là. Par contre, on a cette fontaine. La fontaine en elle-même, pas le bassin, qui a été créé pour la recevoir. Mais la fontaine était celle qui était en haut de la ville. Parce que je ne vous ai pas dit, mais Garlesquin, c'est une ville. Elle a le titre de ville depuis 1434, date à laquelle le seigneur Jean de Penouette a reçu le titre de ville et des poids et d'annonce. Donc à Garlesquin, les Garlesquinais ne parlent pas de village, de bourg, ils parlent toujours de... On ne peut pas louper entre l'église et les halles, bien sûr tournée à la face à la place de marché. Elle est beaucoup plus large que les autres, vous voyez. Ça dit l'aisance des propriétaires. Elle porte la date de 1652 sur l'une de ces lucarnes, des lucarnes à fronton brisé, Renaissance, qui sont contemporaines de celles de l'ancienne prison. Et c'était la maison en 1700. Parce qu'à Présidial, c'est un lieu où on rend la justice. Donc nous, ce n'était pas le cas, puisque la justice était rendue à l'étage des halles. Et non ici. C'était vraiment une prison à l'origine. Elle a été construite en 1640 par Vincent Duparc de Locmaria, seigneur de Garlesquin. C'était un personnage très puissant. Il avait en sa possession 15 paroisses. Son château était établi à Plouégat-de-Guérande, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Mais il était très attaché à Garlesquin, puisque Garlesquin, c'était la ville commerciale par excellence, dont il tirait beaucoup de revenus, grâce à différents impôts et taxes qui étaient prélevés sur les marchandises. Il ne vivait pas, lui, comme beaucoup de petits seigneurs bretons sur ces terres, très puissants. Et il côtoyait évidemment toutes les nouvelles idées de la Renaissance. Et il a voulu asseoir sa puissance, montrer son pouvoir en établissant cette petite forteresse dite à l'italienne, avec ces échauguettes qui sont ces tours que l'on a ici, qui sont purement décoratives et elles n'ont pas de fonction défensive. Vous trouverez au rez-de-chaussée, c'est la salle d'armes, au premier étage le logement des gardiens et en fait la chambre criminelle, comme on le dit, ou la prison, était au dernier étage. On a peu d'éléments d'archives malheureusement sur ce bâtiment, mais on a réussi à trouver un récit d'une évasion réussie un hiver rigoureux lorsqu'il y avait beaucoup de neige. Donc un prisonnier a réussi à déceler des pierres et à sauter du deuxième étage et il n'a jamais été retrouvé. Alors, Ça va,